L'un des grands sujets aujourd'hui en finance est l'adoption de la directive européenne appelée Alternative Investment Fund Manager, ou autrement appelée AIFMD. Cette directive européenne s'est attachée à un sujet relativement épineux, puisqu'elle a voulu à la fois cerner la question des hedge funds et des fonds de private equity. Alors, c'est aujourd'hui une catégorie que l'on détermine comme étant celle des fonds alternatifs, mais est-ce que le régulateur finalement a bien fait de mettre dans ce même, je dirais, ensemble, dans ce même paquet, ces deux catégories de fonds? Eh bien, c'est un petit peu le sujet de cette intervention, puisque aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer dans quelle mesure les fonds de private equity et les hedge funds coopèrent ou sont concurrents. Alors, ça peut sembler un petit peu atypique, puisque théoriquement, l'univers d'investissement des hedge funds est fait essentiellement des actifs cotés, et celui des fonds de private equity de l'univers des sociétés non cotées, que ce soit le capital risque, le capital développement ou ce qu'on appelle le leverage buyout. Alors, dans quelle mesure ces deux univers se confrontent-ils et se rencontrent-ils? Eh bien, de manière assez intéressante, et c'est sans doute ce qui a motivé d'ailleurs l'adoption de cette directive, c'est tout d'abord dans l'univers des volumes d'investissement. En l'espace de 20 ans, le private equity est passé de environ une centaine de milliards sous gestion, centaines de milliards de dollars, à plus de 1700 milliards au dernier compte après la crise financière. Les hedge funds, eux, sont censés gérer aujourd'hui, d'après les derniers comptes, environ 2000 milliards de dollars à l'échelle internationale. C'est cette forte croissance qui sans doute a incité le régulateur européen, et donc par extension plus tard les régulateurs nationaux, à s'intéresser à ces deux catégories de fonds. Dans quelle mesure ces fonds peuvent être comparés, je dirais, en termes de structure? Alors, il y a des points communs, et c'est d'ailleurs l'essence de cette réglementation, mais je dirais ce qui fait en fait l'intérêt de ce genre de comparaison, c'est sur leur modalité d'intervention. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui ont eu lieu. Le premier, c'est une forme de compétition sur les segments d'intervention. Le private equity, en effet, à mesure qu'il a attiré de plus en plus de capitaux, a commencé à diversifier ses interventions et notamment à cibler la cote. On sait très bien que sur la cote, par exemple, 80% des volumes journaliers sont, je dirais, ciblés sur 20% des sociétés cotées, ce qui signifie qu'on a un réservoir non négligeable de sociétés qui sont soit des cibles potentielles de retrait de cote, c'est une des interventions du private equity, ou bien peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle des PIPE, Private Investment in Public Equities, c'est-à-dire du placement privé d'actions de sociétés cotées. Les hedge funds, eux, évidemment, ont noté ce type d'intervention. Et c'est là, sans doute, où on a eu une première friction, puisque un certain nombre de hedge funds se sont positionnés en, finalement, achetant des portions de sociétés cotées, en attendant qu'elles fassent l'objet éventuellement d'une OPA ou bien d'une offre de retrait de cote. Ça s'est produit notamment avec le cas Camaïeu en 2007, puisque AXA Investment Manager, à l'époque, souhaitait retirer de la cote le fabricant textile et s'est assez vite rendu compte que des hedge funds s'étaient positionnés pour prendre des positions qui étaient sous le radar du régulateur, mais suffisamment significatives pour empêcher un retrait de cote dans de bonnes conditions. L'opération donc a démontré que ces deux intervenants avaient été concurrents, ou en tout cas avaient des intentions concurrentes sur une cible commune. Pour la petite histoire, en 2011, AXA a réussi son retrait de cote et a cédé sa participation à Cinven. Donc ça signifie que ces intentions concurrentes peuvent être durables dans le temps. Néanmoins, on a observé aussi parfois des intérêts, je dirais, concurrentiels sur d'autres types d'interventions. Par exemple, dans ce qu'on appelle le distressed debt. Le chapitre 11 du Code des procédures collectives américaines, en fait, indique que lorsque l'on détient la dette d'une entreprise donnée, on en est de fait le propriétaire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un certain nombre de hedge funds ont commencé à se positionner sur des dettes cotées, de sociétés cotées ou non, en prévision justement d'un dépôt de bilan éventuel. De la même manière, un certain nombre de fonds de private equity, qu'on appelle fonds de distressed debt, se sont positionnés pour racheter cette dette et éventuellement convertir cette dette ultérieurement en capital. Là encore,
concurrence. Concurrence qui a pu mener à des batailles sur certaines cibles, mais aussi évidemment qui a permis de faire le tri entre deux types de stratégies qu'on appelle depth for control, qui est typiquement du private equity, et depth for trading, qui est beaucoup plus de ressort des hedge funds. Donc malgré tout, une concurrence et deux philosophies d'investissement différentes. Néanmoins, tout dans les hedge funds et les fonds de private equity n'est pas que de la concurrence. On s'est rendu compte que sur d'autres dossiers, on avait pu avoir de la coopération. Ça a été le cas notamment avec Chrysler, puisque en l'occurrence, le fonds qui a racheté Chrysler était un fonds de private equity, et le fonds qui a permis ce rachat en prêtant de la dette pour structurer un effet de levier, un LBO, était un hedge fund. Donc ça signifie que dans certains cas de figure, ces deux entités peuvent collaborer. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les deux catégories d'investisseurs? Eh bien, ça signifie qu'aujourd'hui, ces deux univers d'investissement remplissent deux fonctions qui sont bien différentes de celles pour lesquelles ils ont été conçus à l'origine. À l'origine, les fonds de private equity et les hedge funds étaient perçus par les investisseurs comme étant des vecteurs de diversification du risque. Et à mesure que la niche sur laquelle ils étaient installés a grandi, évidemment, on s'est rendu compte qu'il y a eu une diversification des stratégies, mais surtout qu'aujourd'hui, ces deux véhicules ne sont plus utilisés pour diversifier le risque des investisseurs, mais bel et bien pour générer ce qu'on appelle de l'alpha en finance, c'est-à-dire de la performance. Alors, c'est sans doute là où, je dirais, les enjeux sont les plus forts, parce que, évidemment, aujourd'hui, dans la course à la génération de la performance, sachant que les rendements marginaux sur les secteurs cotés ont tendance à diminuer du fait d'une meilleure efficience des marchés, eh bien, ces nouveaux intervenants ont une pression très forte à maintenir leur niveau historique de rendement. Or, on sait que la loi tendancielle de réduction des rendements marginaux les pousse soit à innover, soit à chercher des cibles qui sont lucratives, éventuellement en chassant sur les terres du voisin. Alors, qu'est-ce que ça signifie, je dirais, sur le plan plus général pour les gérants de fonds? Eh bien, ça signifie tout d'abord que ces gérants de fonds vont devoir soit adopter les meilleures pratiques des autres, c'est le cas pour certains hedge funds qui, par exemple, aujourd'hui sont devenus ce qu'on appelle des fonds activistes. Ces fonds activistes ont cherché à importer certaines méthodes qui ont pu faire le succès, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, qui ont fait le succès du private equity en, par exemple, prenant des places au conseil d'administration, ce qui est assez nouveau pour des gérants de fonds qui habituellement ne participent pas aux outils de gouvernance des sociétés, ou bien en adoptant certaines stratégies visant à restructurer opérationnellement certaines entreprises. Alors, je disais, avec plus ou moins de bonheur, certains fonds, comme le fonds ESL aux États-Unis, d'Eddie Lampert, ont essayé par exemple de faire cela avec Kmart et en fusionnant Kmart avec Sears, qu'ils avaient racheté par ailleurs. Et tout cela s'est soldé malheureusement par un fiasco assez solide. Donc ça veut dire qu'en fait, ces méthodes conservent malgré tout une certaine forme, je dirais, de difficulté et je dirais de réelle création de valeur. Alors, est-ce que ça signifie que tout vient du private equity et est importé dans le monde du hedge fund? Eh bien non. Aujourd'hui, plusieurs gérants de fonds de private equity se trouvent face à la situation où leurs investisseurs leur demandent à bénéficier de certains avantages auxquels ils sont habitués dans les hedge funds. Une, je dirais, des facultés, c'est évidemment de pouvoir sortir des hedge funds de manière régulière, via des redemptions, c'est-à-dire des remboursements, que ce soit mensuellement, que ce soit trimestriellement, parfois de manière encadrée, mais néanmoins de manière plus fluide que ce que proposent les fonds de private equity habituellement. Alors, on s'est rendu compte que certains gérants de fonds ont écouté leurs investisseurs, c'est toujours une bonne chose, et Carlyle récemment, par exemple, a proposé à ses investisseurs de pouvoir sortir au bout de 6 ans de son dernier fonds, 6 ans à comparer aux 10 ans habituels, ce qui est quand même un atout non négligeable. Ce n'est pas aussi avantageux qu'un hedge fund, mais quand même, il y a du progrès. L'autre possibilité, évidemment, ce serait de proposer un meilleur reporting. Et c'est sans doute là où je dirais, la directive est encore un petit peu perfectible. Aujourd'hui, la directive calque finalement les obligations de reporting, que ce soit en hedge fund ou en private equity, sur une sorte d'optimum, en tout cas pour le régulateur, qui est celui d'un reporting détaillé sur le modèle des hedge funds. La difficulté pour les gérants de fonds de private equity, c'est que premièrement, les actifs n'étant pas liquides,
on se retrouve dans une situation délicate où un tiers doit donner une valeur sur des actifs qui n'ont pas de valeur de marché, en tout cas à un moment donné. On doit se reporter à une valeur estimée, ce qui est toujours délicat. Et la deuxième chose, c'est évidemment que lorsque un gérant de fonds de private equity doit produire des reportings, il est tributaire de celui, je dirais, fourni par ces sociétés de portefeuille. Si ces sociétés sont par exemple des PME, des biotechnologies ou des startups, ces sociétés produisent de la documentation, certes, mais déjà avec un certain délai et sans doute avec un degré moindre de précision que ce à quoi on est habitué, notamment dans le cadre des hedge funds. Tout ça pour dire que, et c'était l'ouverture de cette petite introduction, la directive AIFM présente des aspects intéressants, mais qu'elle est encore perfectible et que la transposition en droit national mérite encore quelques ajustements.